intramoléculaire. Donc, si on regarde le mot, puis ça, c'est quelque chose que on a déjà commencé à enseigner en 11e année, puis là, on revoit peut-être un petit peu plus en détail cette année, puis on fait plus de liens avec les configurations électroniques et les orbitales atomiques et surtout les hybridations d'orbitales qui se forment lors de la formation des liaisons. Mais là, c'est quelque chose qui semble être difficile pour la majorité des élèves, ce concept de liaison intra- et intermoléculaire et le fait qu'ils ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'on va parler en premier des liaisons intramoléculaires, puis après ça, je vais parler des liaisons qui sont intermoléculaires. Et on va voir comment on peut faire des liens entre l'hybridation d'orbitales, la géométrie atomique et les forces intermoléculaires qui peuvent se lier, qui peuvent donner les propriétés physiques des éléments. Maintenant, avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'étymologie de mots pour être capable de peut-être essayer de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Oui, je sais, j'ai vu ton courriel, Léo. Donc, si tu regardes le mot intramoléculaire, intra, c'est un mot ou un préfixe qui veut dire à l'intérieur de. Donc, quand on parle d'une liaison intramoléculaire, on parle d'une liaison qui est à l'intérieur d'une molécule. OK? Puis ça, c'est important de le comprendre, ce concept-là, parce que ça va éviter des problèmes qui sont reliés à, genre, mélanger les liaisons intra- et intermoléculaires. Donc, pour ceux qui ont pris le cours de biologie, ben, on peut faire des liens comme des compétitions intraspécifiques, c'est de la compétition qui se font entre deux individus de la même espèce, donc à l'intérieur de la même espèce. Ici, comme j'ai dit, c'est à l'intérieur de la molécule. Maintenant, il y a deux grands types de liaisons intramoléculaires que l'on a vus. Si on utilise le mot intramoléculaire au sens qui est quand même très large, parce que le mot molécule veut dire un composé qui est fait par hybridation d'orbitales, où il y a un partage d'électrons. Mais c'est vrai qu'on va inclure dans les liaisons intramoléculaires les forces électrostatiques des liaisons qui sont ioniques. Donc, les liaisons ioniques, c'est un cas quand même assez très particulier parce que c'est à la fois considéré comme une liaison intramoléculaire et aussi, ça peut être vu comme une liaison qui est intermoléculaire si on considère que les ions vont être des particules indépendantes et que la liaison, dans le fond, c'est juste cette force qui est une force électrostatique. C'est-à-dire que vous êtes supposé d'avoir vu en, je dirais, 9e année, puis revu en 10e année et en 11e année, que la différence d'électronégativité, c'est quelque chose qui peut te permettre de prédire quel va être le type de liaison qui vont être intramoléculaires. Donc, vous êtes supposé d'avoir vu que lorsque l'électronégativité ou la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, des fois, j'aime ça dire ou 1,8 parce qu'on peut voir que la liaison H F va avoir une différence d'électronégativité qui est supérieure à 1,7, mais n'est pas une liaison qui est ionique. Donc, ici, il faut faire attention à cette particularité. Cette liaison peut être considérée comme ionique. Ensuite, si la différence d'électronégativité est inférieure à 1,7, on peut conclure que ça serait probablement une liaison qui est covalente. Mais il faut faire attention à ce genre de généralisation parce que, comme j'ai dit, beaucoup d'élèves vont regarder la liaison HF, vont calculer la différence d'électronégativité, vont obtenir 1,8 puis vont dire « Ah, c'est ionique ». Mais c'est quoi le problème avec cette généralisation? Pourquoi est-ce que même si la différence d'électronégativité de la liaison HF est de 1,8, pourquoi est-ce que ce n'est pas une liaison qui est ionique? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Ça, c'est plutôt parce que les liaisons ioniques, c'est formé entre un métaux et un non-métaux de manière générale, et l'hydrogène et le fluor sont deux des non-métaux. Exactement. J'aime beaucoup ce que tu as dit parce que tu as dit de manière générale. Parce que c'est vrai qu'on a on a des cas particuliers, comme des ions à valence, des composés ioniques qui sont faits d'ions polyatomiques, comme l'ammonium, NH4+, c'est un cation qui ne va pas être un métal.
Donc oui, généralement, il faut regarder les éléments puis se poser la question, est-ce qu'on est dans une situation où on peut avoir la formation d'un composé ionique? Et généralement, à moins que ça soit l'ion ammonium, NH4+, qui agit en tant que cation, le cation va être un cation métallique. Et donc, ici, l'hydrogène n'est pas un cation métallique. Mais la raison aussi pour ça, c'est parce que l'hydrogène est un atome qui est très petit et a un électron qui est très proche du noyau et donc le noyau de l'atome d'hydrogène retient très bien son électron. C'est pour ça que c'est difficile de lui arracher. Et l'autre difficulté aussi qui est en lien avec ceci, c'est aussi que le fluor est très, très, très petit. Donc, même si le fluor est très petit et a une très grande force d'attraction aux électrons, l'hydrogène peut garder son électron la majorité du temps, à moins qu'on le mette dans des conditions particulières qui font en sorte que la perte de l'électron de l'hydrogène soit favorisée. Puis ça serait qu'est-ce qui arrive quand tu mets l'acide ou le HF, le fluorure d'hydrogène, dans de l'eau pour former l'acide fluorhydrique. Ça va favoriser le fait que le fluor va pouvoir partir avec l'hydrogène, mais sans le mettre dans de l'eau, l'hydrogène retient assez bien son électron. Donc, ici, je m'écarte un petit peu du sujet, mais de manière générale, c'est important d'être un petit peu plus flexible par rapport aux définitions que je vous donne des composés ioniques et moléculaires et pas juste être fixé sur une définition parce qu'il y a quand même beaucoup d'exceptions et de choses qui peuvent varier. Donc, il faut essayer de prendre le portrait global. C'est-à-dire que ici, cette généralisation que si la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, ça ne veut pas nécessairement dire à 100% que ça va être un composé ionique. OK? Il faut faire attention à ça. Il faut regarder aussi de quoi est fait le composé. Si c'est un cation métallique avec un anion, ben, ça va être ionique, mais si c'est deux non-métaux, probablement pas. À moins qu'on reconnaisse les ions polyatomiques comme l'ion ammonium NH4+. Maintenant, l'autre liaison qui est une liaison plus comme intramoléculaire, si on suit la définition classique, parce que ça va être à l'intérieur d'une molécule, ce serait la liaison covalente. Donc, rappelez-vous que les liaisons covalentes, c'est des liaisons qui sont définies comme étant des liaisons formées par le partage de un ou plusieurs électrons. Et vous avez vu maintenant, ou à partir de ce cours-ci, que c'est généralement formé par hybridation d'orbitales. Pas toujours, mais généralement, pour être capable d'avoir des orbitales équivalentes. Et par la formation de liaisons sigma et de liaisons pi, dépendant de la circonstance particulière. Et on se rappelle que la liaison sigma, c'est une superposition d'orbitales. Tandis que la liaison pi, c'est ce qui arrive quand tu as des électrons célibataires dans chacune une orbitale p, qui vont dans le fond se partager une région entre deux orbitales p de deux atomes différents. Puis tandis que la liaison ionique, j'aimerais aussi revenir à cette définition, c'est plutôt une force électrostatique entre deux charges opposées. Puis c'est pour ça que c'est des fois difficile de dire que c'est une liaison intramoléculaire parce que c'est vraiment une force d'attraction plus qu'autre chose. Mais on le met dans la catégorie liaison intramoléculaire juste pour essayer de le séparer un petit peu des forces de Van der Waals qu'on va voir bientôt qui sont considérées plus des liaisons intermoléculaires. Maintenant, si la différence d'électronégativité entre deux atomes va être entre 0,4, donc supérieure à 0,4, et plus petite que 1,7, mais encore une fois, ici, il y a beaucoup de marge de manœuvre, ça va être une liaison covalente qui est polaire, tandis que si la différence d'électronégativité est inférieure ou égale à 0,4, ça va être considéré comme une liaison covalente non polaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, j'aimerais faire un petit retour sur ce que vous êtes supposé avoir vu l'année dernière par rapport à l'électronégativité. L'électronégativité est définie comme la force relative d'un atome à tirer les électrons partagés dans une liaison vers lui. C'est-à-dire que
Tu ne peux pas avoir d'électronégativité si tu n'as pas deux atomes qui se partagent des électrons dans une liaison covalente. OK? Donc, ça, c'est important de retenir ceci. Donc, un atome tout seul n'a pas d'électronégativité parce que c'est la force de un des deux atomes qui partagent des électrons à tirer les électrons vers lui. L'électronégativité va augmenter de bas en haut et de gauche à droite dans ton tableau périodique. Pourquoi? Bien parce que de gauche à droite, on a une augmentation. On a une augmentation du ZF, de la force du noyau à tirer les électrons vers lui et les rapprocher de son noyau. Et de bas en haut, on a une diminution du rayon atomique, ce qui veut dire que les électrons de la couche de valence, qui sont donc partagés dans la liaison, vont être plus proches du noyau. Donc, plus que les électrons de valence sont proches du noyau, plus que cet atome-là a la capacité à tirer ces électrons proches, et donc plus qu'il peut tirer les électrons qui sont partagés de l'autre atome plus proche de lui aussi, parce que son noyau est très fort. Et la couche de valence est aussi plus proche du noyau. C'est-à-dire que l'atome le plus électronégatif, ça va être le fluor. Donc, on ne considère généralement pas les gaz rares comme ayant une électronégativité parce qu'ils ne forment pas de liaison. À moins que ça soit le xénon, qui lui ne forme pas des liaisons de manière naturelle, mais en laboratoire, on peut lui faire former des liaisons covalentes. Puis la raison pourquoi on peut lui faire former des liaisons covalentes, c'est parce que le xénon est un atome qui est très, très, très gros. Ses électrons de valence sont très loin de son noyau. Et donc, un autre atome qui est suffisamment fort peut en profiter pour le forcer à partager ses électrons de valence parce qu'il ne les retient pas très proches de lui. Mais ça, c'est un cas d'exception. Puis comme j'ai dit, ça ne se fait pas naturellement, on le fait en laboratoire. Donc, comme je dis, le fluor est le plus électronégatif. Ce qui veut dire que quand le fluor forme une liaison covalente avec un autre atome, il va tirer très fortement les électrons partagés de la liaison vers lui. Et ça veut dire qu'il va, en tirant les électrons partagés proches de lui, son nuage d'électrons devient un petit peu plus dense. Il a beaucoup plus d'électrons proches de lui, parce qu'il tire les électrons qui sont partagés proches de lui. Et ça fait en sorte qu'il va avoir une charge un petit peu plus négative que normalement. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il va avoir une charge partielle négative. Les éléments qui, eux, ont des électronégativités qui sont très faibles vont facilement se faire tirer les électrons partagés vers lui, loin de eux. Et c'est ça qui fait que dans certaines situations, si la différence d'électronégativité entre les atomes est très, très grande, l'atome le plus électronégatif tire tellement fort les électrons partagés qu'il peut juste arracher ces électrons pour former un cation et un anion. Donc, si on regarde la formation d'un composé ionique, puis ici, je vais utiliser des choses que vous avez probablement déjà vues, même si on sait maintenant que ce n'est pas vrai, parce que le diagramme de bord, c'est plus quelque chose qu'un modèle que l'on peut accepter ces jours-ci avec les connaissances que vous avez. Mais si on simplifie encore les choses, on sait que le sodium a un certain nombre d'électrons qui sont sur différents niveaux d'énergie. Donc ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir de cette idée. Les électrons qui sont sur la couche de valence sont ceux qui sont sur le niveau d'énergie le plus loin et qui vont se faire arracher en premier. Cet électron qui est placé ici, on sait qu'il va être sur une 3s1. Donc ça serait comme l'électron en 3s1, qui est donc l'électron sur sa couche de valence. On sait que le chlore, lui, va avoir ses différents électrons. Il va avoir ses deux électrons en 3s2 et ensuite c'est 3p7. Il a besoin d'un autre électron pour avoir la même configuration électronique que le gaz rare qui vient après. Et pour faire ceci, il va tirer l'électron et va l'arracher complètement parce qu'il est suffisamment fort pour le faire. Et les deux vont maintenant se retrouver avec une couche de valence qui est complète. Maintenant, si on revient à notre formule qu'on a donnée ici, si on regarde l'électronégativité du sodium, ça, c'est la valeur que l'on obtient. Ça, c'est l'électronégativité du chlore. La différence d'électronégativité est très grande. Elle est supérieure à 1,7.
Le sodium est un métal, donc ça va former un ion métallique, et le chlore est un non-métal. Donc, considérant ces facteurs-là, la différence d'électronégativité et le fait que tu as un métal et un non-métal, ça nous indique qu'il va y avoir la formation d'un composé ionique où là, tu vas avoir deux ions. Tu vas avoir l'ion sodium Na+. On a vu l'année dernière qu'il faut ici mettre les ions entre crochets. Et un anion chlorure. Et les deux vont être attirés par une force d'attraction que je vais mettre ici, qu'on appelle la force électrostatique, qui est une force d'attraction entre deux objets de charge opposée, qui est une force qui est très forte, que l'on appelle parfois la liaison ionique. Mais ce n'est pas vraiment une vraie liaison, c'est vraiment une force d'attraction plus qu'autre chose. Une liaison, c'est quelque chose où les deux sont attachés physiquement d'une certaine façon, puis ici, ils ne le sont pas. C'est pour ça que tu peux quand même les séparer si tu exerces suffisamment de force, un petit peu comme quand tu as deux aimants que tu essaies de séparer. Les aimants sont attirés par une force d'attraction qui est une force électrostatique, qui peut être suffisamment forte pour les garder collés, mais tu peux aussi les séparer si tu exerces suffisamment d'énergie pour le faire. Maintenant, si on regarde l'hydrogène, H2. L'hydrogène H2 est une molécule, c'est un élément qui est diatomique et qui est fait de deux atomes d'hydrogène qui ont chacun la même électronégativité. Ça veut dire que leur différence d'électronégativité doit donner 0 et ça va donc être inférieur ou égal, mais ici, c'est pas ou égal, mais c'est inférieur à 0,4, ce qui nous indique que c'est une liaison covalente qui est non polaire. Donc, la liaison covalente non polaire fait en sorte que les nuages d'électrons partagés, donc si c'était deux orbitales S, va être uniforme et il n'y aura pas plus d'électrons autour d'un atome que de l'autre. Et donc, il n'y aura pas ce qu'on appelle la formation de dipôles, donc deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif, qui est représentatif d'une molécule ou d'une liaison covalente polaire. Si on regarde un exemple d'une liaison covalente polaire, le chlorure d'hydrogène. Donc, c'est fait d'un atome d'hydrogène qui a une différence d'électronégativité de 2,2, un atome de chlore qui a une différence d'électronégativité de 3,16. Si tu fais la différence d'électronégativité, le mot différence, j'ai oublié de le mentionner, ça veut dire soustraction. Donc, tu prends la plus grosse électronégativité moins la plus petite. Tu obtiens 0,96, qui est entre 0,4 et 1,7. C'est aussi fait de deux non-métaux, donc tu sais que c'est une liaison covalente et non une liaison ionique. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans ce contexte-ci? Dans ce contexte-ci, la force que le chlore a à tirer les électrons partagés vers lui n'est pas assez grande pour arracher l'électron de l'hydrogène, parce que l'hydrogène tient son électron proche de son noyau et donc le retient fortement, mais fait en sorte que le chlore est quand même capable de tirer ses électrons plus proches de lui, ce qui veut dire qu'il va maintenant avoir un petit peu plus de nuages d'électrons proches de lui, ceux de l'hydrogène, celui-là de l'hydrogène. Et c'est ça qui va donner ce qu'on appelle une charge partielle négative au chlore parce qu'il a un petit peu plus d'électrons proches de lui. Ça, c'est l'électron partagé de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène a ses électrons qui sont maintenant plus loin de son noyau, il va maintenant avoir une charge partielle positive. C'est ça qui va créer ce qu'on appelle un dipôle. Donc, ici, on appelle cette molécule, donc la molécule au complet, un dipôle. C'est un dipôle. Maintenant, si on regarde l'étymologie du mot, di veut dire deux, et ça veut dire qu'il y a deux pôles. Maintenant, les deux pôles, c'est quoi? C'est les charges partielles. Donc, un pôle, deux pôles pour former un dipôle. Maintenant, on représente le mouvement des électrons partagés de l'atome le moins électronégatif vers l'atome le plus électronégatif par un vecteur. Donc, ça, c'est un vecteur qu'on appelle un moment dipolaire.
Maintenant, c'est quoi un vecteur? Un vecteur, c'est une flèche qui indique une direction. Donc, c'est une flèche qui indique une force et montre la force relative dépendant de la longueur de la flèche. Donc, plus le vecteur est grand, plus que la force est grande. Ça montre aussi l'orientation dans l'espace et la direction. C'est-à-dire que ceci, dans le fond, c'est la flèche qu'on peut représenter qui montre la force que le chlore a à tirer les électrons partagés vers lui. Et on appelle ça, comme j'ai dit, un moment dipolaire. Ça veut dire que quand tu as une liaison covalente polaire, tu as un atome plus électronégatif qui tire les électrons partagés vers lui avec une certaine force qui est représentée par le moment dipolaire pour former des charges partielles positives et négatives, ce qui fait en sorte que toute la molécule devient un dipôle ou une molécule qui est covalente polaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Maintenant, si je rentre un petit peu plus en détail dans chacun des cas de figure. Maintenant, la formation des ions, je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que je crois que ça fait plusieurs années qu'on vous parle de comment les ions se forment. Donc, vous savez qu'un ion, c'est un atome ou une molécule, parce que comme j'ai dit, ça peut être des ions ou un ion polyatomique. Je vais mettre une liste sur le Classroom pour que vous y ayez accès, qui vont avoir soit une charge positive ou une charge négative. Maintenant, c'est important qu'on ait des charges qui sont opposées parce que c'est ça qui va permettre la formation, la force électrostatique. Je manque de place. La force électrostatique. Parce que la force électrostatique qui attire les ions ensemble, c'est une force d'attraction entre deux charges opposées. L'objectif, c'est de stabiliser chaque élément en leur faisant perdre ou gagner des électrons afin d'avoir une orbitale P qui est complète. Donc, S et P complète généralement. Et dépendant de leur affinité électronique et de leur énergie d'ionisation, ils vont soit gagner ou perdre des électrons. Généralement, les composés qui gagnent des électrons vont former des anions. Donc ici, ça va être des anions. Et ça va généralement être des non-métaux du tableau périodique. Parce que ces non-métaux-là vont se retrouver généralement dans le bloc P et vont avoir besoin d'un certain nombre d'électrons pour remplir leurs orbitales P pour pouvoir devenir stables et avoir la même configuration électronique que le gaz rare le plus proche de cette orbitale P. Les atomes qui vont généralement perdre des électrons vont généralement être des métaux. Ces métaux vont généralement perdre des électrons premièrement sur l'orbitale S et ensuite l'orbitale D s'ils ont des métaux de transition et vont former des ions positifs qu'on appelle des cations. Maintenant, ceci peut quand même avoir certaines exceptions. Donc ici, je n'inclus pas, cette définition inclut pas les ions polyatomiques que l'on va mentionner plus tard. Okay, donc, quand je parle c'est des métaux, des non-métaux, des métaux, c'est une généralisation qui n'inclut pas les ions polyatomiques parce que ces ions polyatomiques vont avoir des charges pour des raisons qui sont un petit peu différentes. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Maintenant, la liaison ionique, comme je l'ai dit, c'est une force électrostatique qui attire deux éléments ou deux composés de charge opposées avec une force d'attraction qui est relativement forte. Si on regarde comment se forment ces composés ioniques,
Donc, si on regarde ici l'exemple du composé qui est le fluorure de magnésium, on sait que ça va généralement former du Mg2+ et du F-. C'est pour ça que tu as besoin d'un rapport de 2 fluors pour 1 magnésium pour que les charges totales s'annulent. Moins plus 2, moins 1, ça donne 0. Mais si tu regardes au niveau de leur diagramme d'énergie ou le diagramme d'orbital, on peut voir que l'objectif, c'est de remplir d'avoir des éléments qui maintenant ont des orbitales P qui sont complètes et qui vont avoir les mêmes configurations électroniques que leur gaz rare qui est le plus proche. Donc, si tu regardes la configuration électronique ici, ça serait la configuration électronique. Je ne connais pas mon tableau périodique par cœur, mais c'est correct. Il y en a un à quelque part. Configuration électronique le plus proche, magnésium, fluor de néon. Donc, ça va être la même configuration que le néon dans cette situation-ci. On va donc dire dans ce contexte-ci qu'ils vont maintenant être isoélectroniques entre eux. Donc, ça, c'est juste un cas particulier parce qu'ils ont la même configuration électronique. Mais ils sont aussi isoélectroniques au néon. Donc, ils ont la même quantité d'électrons et la même configuration électronique. Donc, l'objectif ici, c'est de permettre à ces ions-là d'avoir de la stabilité qui vient de leur orbital S et P qui sont complètes, surtout l'orbital P. L'année dernière, vous avez vu que pas toutes les forces électrostatiques sont équivalentes. Donc, la force de la liaison ionique va dépendre de 2 facteurs. Les 2 facteurs sont la charge des ions et la taille des ions. Donc, en général, plus la charge des ions est élevée, plus l'attraction électrostatique est forte. Donc, un ion qui a une charge de 2+, va avoir une force électrostatique plus forte qu'un ion de charge 1+, par exemple. L'autre facteur, c'est la taille de l'ion. Les plus petits ions, plus que les ions sont gros, moins qu'ils attirent, la force d'attraction est grande. Plus que les ions sont petits, plus que leur force d'attraction est grande, parce que les électrons sont plus proches du noyau et donc il y a plus de force d'attraction qui vient du noyau qui permet cette attraction entre ces deux, entre les ions qui sont de petite taille. Maintenant, ça veut donc dire que une liaison ionique, donc la force électrostatique entre deux ions, sera plus forte si elle est formée entre des ions de petite taille et de charge élevée. Maintenant, dans le chat, j'aimerais que vous me dites pour le A, lequel de ces deux éléments-là, ou de ces deux composés ioniques, va avoir la force électrostatique entre les ions de charge opposée la plus forte, et ensuite la même chose pour le B. Donc, je vous laisse répondre dans le chat.
Excellent. OK, donc si on regarde ici, on peut voir, si on regarde notre tableau périodique, donc dans le tableau périodique, on sait que le potassium est plus gros que le sodium. Le fluor, on peut le négliger parce qu'il ne change pas la force électrostatique parce qu'il est dans les deux composés. Donc, il faut regarder la taille ici de ton cation parce qu'on sait qu'ils vont avoir la même charge. C'est K+, Na+. Donc, ici, le facteur qu'il faut étudier, ça serait la taille de l'ion. Et donc, le sodium étant plus petit que le potassium, l'ion sodium va être encore plus petit que l'ion potassium. Donc, sa force électrostatique entre le sodium et le fluor va être plus grande que celle entre le potassium et l'ion fluorure. Et donc, c'est vrai que c'est lui qui va avoir la force électrostatique la plus élevée. Maintenant, si on regarde l'autre possibilité, on voit que le chlore est le même dans les deux composés. Donc, lui, c'est la variable, c'est pas une variable, c'est une constante. C'est pas lui qui va influencer la force électrostatique. Il faut maintenant regarder le potassium et le magnésium qui ont à peu près la même taille. Par contre, le potassium, c'est l'ion K+, tandis que l'ion magnésium, c'est l'ion Mg2+. L'ion magnésium a donc une charge qui est plus élevée, ce qui veut dire que sa force électrostatique va être plus grande que celle du potassium. Donc, c'est lui qui va avoir la force électrostatique la plus grande. Maintenant, ça, c'est pas nouveau. Vous êtes supposé d'avoir vu ça l'année dernière, mais je voulais quand même faire un petit retour là-dessus aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît un composé ionique? Bien, il y a plusieurs façons de le reconnaître. Premièrement, avant de commencer à calculer la différence d'électronégativité, s'il vous plaît, regardez la composition du composé. Si le composé est fait d'un métal et d'un non-métal, vous pouvez généralement conclure très facilement, sans faire de calcul, que c'est un composé ionique. Une autre façon, c'est de regarder s'il y a des ions polyatomiques. Si vous reconnaissez le NH4, si vous reconnaissez NO3-, SO4, SO4-2-, et ainsi de suite. Donc, si vous reconnaissez ces ions polyatomiques, vous savez que c'est probablement un composé qui est ionique. Après ça, vous pouvez par contre faire la différence d'électronégativité pour pouvoir le confirmer dans les cas aussi qui peuvent être un peu particuliers, comme par exemple l'exemple du chlorure de beryllium, où là, le beryllium est un métal, mais si tu fais la différence d'électronégativité ici entre le beryllium et le chlore, tu vas voir qu'elle n'est pas suffisamment grande pour pouvoir arracher l'électron au beryllium et former des ions. Donc, dans cette situation-ci, ça va donner une indication supplémentaire de faire la différence d'électronégativité. Maintenant, les composés ioniques, je crois que c'est relativement simple d'être capable de les identifier. Ça fait plusieurs années qu'on vous entraîne à essayer de le faire. Je vais maintenant parler un petit peu plus des composés moléculaires et de la liaison covalente que l'on a vu se former généralement par hybridation d'orbitales. Donc, un composé moléculaire, c'est quoi? Bien, c'est un composé où il y a deux atomes qui vont être liés ensemble par le partage d'électrons qui, maintenant, on sait, se fait soit par superposition d'orbitales quand tu as une liaison qui est sigma ou par, dans le fond, combinaison d'orbitales P dans les cas des liaisons multiples. On appelle ce type de liaison-là une liaison qui est covalente. Dans cette situation-ci, on ne doit pas penser aux charges possibles que peut avoir chaque élément non métallique lors de la formation du composé parce que la formation du composé ne va pas être nécessairement influencée par les charges. Les atomes vont rester pour la majorité du temps neutres, sauf dans le cas pour les ions polyatomiques, qui, eux, vont être des ions qui sont des composés moléculaires a priori, parce qu'ils sont faits de non-métaux qui forment des liaisons covalentes, mais où il va y avoir dans la molécule au complet un électron supplémentaire qui va être associé à un des atomes de la molécule. Maintenant, je ne vais pas parler de ça parce que, honnêtement, je crois qu'on devrait même se débarrasser de cette diapositive au complet. Pourquoi? Parce qu'elle induit beaucoup en erreur. Maintenant, on sait que c'est par hybridation d'orbitales et superposition d'orbitales que les liaisons covalentes vont se former. Et donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître des molécules? Donc, généralement, une molécule va être faite de au moins deux atomes qui sont des non-métaux, généralement.
et dont la différence d'électronégativité entre ces deux atomes est, comme j'ai dit, soit inférieure à 1,7 ou inférieure à 1,8 dans le cas du fluorure d'hydrogène, qui est un petit peu une exception. Et l'objectif, naturellement, c'est de faire en sorte qu'à l'aide de ce partage d'électrons et chaque élément va se retrouver à avoir des orbitales P qui sont pleines, un petit peu comme dans le cas des composés ioniques, mais il n'y aura pas de transfert d'électrons. Les molécules peuvent être de deux types. Ça peut être des composés, comme par exemple l'eau. Rappelez-vous qu'un composé, c'est fait de au moins deux éléments différents. Ou ça peut être des éléments qui sont faits de plus qu'un du même atome. Par exemple, ici, le d'hydrogène. On va voir très rapidement comment faire et comment déterminer la structure de Lewis. Puis je dis rapidement parce que vous êtes supposé d'avoir vu ça en 11e année, la formation des structures de Lewis, mais je veux m'assurer que tout le monde soit sur la même page et on veut exactement la même façon de faire. Parce que même après avoir enseigné ce cours pendant bien des années, je trouve que même après avoir réenseigné ce concept, j'ai encore des élèves qui veulent utiliser la technique qui est illustrée ici, où là, tu fais des paquets d'électrons qui sont partagés pour faire la structure de Lewis. Et ça fonctionne que dans certains cas particuliers et va donc induire en erreur dans les cas d'exception qui sont en fait moins exceptions que l'on peut imaginer. Ça arrive très souvent. Avant d'embarquer dans les règles à suivre pour trouver la structure de Lewis des composés moléculaires, j'aimerais juste donner un petit peu de nomenclature. Donc, quand je parle de doublet libre, c'est les paquets de deux électrons qui ne sont pas liés dans une liaison covalente. Okay? On peut aussi appeler ça, puis je l'ai déjà fait, des doublets non liants. Donc, les deux veulent dire la même chose. Doublet libre et doublet non liant. C'est des paires de deux électrons qui occupent une orbitale et qui ne vont pas former une liaison covalente. Okay? Si on regarde ici entre les deux atomes de cet élément qui est le F2, le fluor, on a deux électrons qui, eux, sont partagés. Ici, on a la formation d'une liaison sigma parce que c'est une liaison simple qui se fait par recouvrement de deux orbitales qui vont être hybrides. Et on appelle ça aussi un doublet liant. Donc, des fois, on va appeler ça une liaison simple, des fois, on va appeler ça une liaison sigma, des fois, on va appeler ça un doublet liant. Il y a beaucoup de termes ici qu'il faut reconnaître comme étant similaires, dépendant des circonstances. Ça veut dire que, ici, si on regarde le dioxyde de carbone, on peut voir que l'oxygène, ici, a deux doublets libres, donc deux doublets libres, ou on appelle ça aussi des doublets non liants, donc DNL, d'après le calcul qu'on a vu la semaine dernière. Et il va aussi avoir ici deux doublets liants, deux doublets liants. Maintenant, quand je parle des deux doublets liants, je parle des deux paires d'électrons qui sont partagés. Par contre, ici, parce que c'est une liaison double, on sait qu'un des deux doublets liants va être une liaison sigma, tandis que l'autre va être une liaison pi. Et ça va avoir un impact plus tard quand on va parler de la géométrie des molécules. Mais avant de parler de la géométrie des molécules, c'est important de savoir comment représenter les molécules selon leur structure de Lewis. Parce que comme Sydney avait posé la question vendredi dernier, comment est-ce qu'on sait que la géométrie va être une telle géométrie? Comme c'est quoi qui nous permet de le savoir? Ben, je lui avais répondu que la structure de Lewis, c'est ça qui te permet de savoir ça va être quoi la géométrie, qui permet ensuite de prédire les angles, ce qui nous a ensuite permis de déterminer comment les atomes s'hybrident et comment les orbitales ils changent de forme. Donc, j'ai parlé des hybridations juste en général. J'ai parlé des liaisons sigma en général et des liaisons pi. Maintenant, je vais montrer comment on trouve la structure de Lewis pour ensuite vous montrer comment se servir de la structure de Lewis et de faire le lien avec la géométrie et les hybridations d'orbitales pour être capable ensuite de trouver ces angles-là que l'on cherche. Donc, on commence ici avec comment on détermine la structure de Lewis. Je n'irai pas à travers chacune des règles. Vous pouvez les lire. En fait, vous pouvez lire les règles si vous voulez. Mais je vais y aller en utilisant un exemple.
Donc ici, si on regarde l'azote. Maintenant, ça, c'est toutes les règles un après l'autre. Je n'irai pas dans l'ordre nécessairement qui est donné ici, une après l'autre en me répétant. Je vais juste le dessiner dans le cadran qui est en haut à droite ici. Pour dessiner la structure de Lewis du trifluorure d'azote, ce qui est important de faire, c'est d'identifier lequel des deux atomes est le moins électronégatif. Donc, si tu regardes les deux atomes et tu regardes dans le tableau périodique, tu vas voir que l'azote est le moins électronégatif. Parce que le fluor, dans le fond, c'est le plus électronégatif de tous les éléments. Donc, naturellement, l'autre doit être le moins électronégatif. L'atome le moins électronégatif dans la structure de Lewis doit être l'atome central. Il y a aussi, d'après les règles, le fait que l'hydrogène et les fluors doivent toujours être en périphérie. Donc ici, l'atome central, c'est l'azote. Les fluors vont être en périphérie, donc ça respecte aussi la deuxième partie de la règle. Donc ici, on va mettre les fluors en périphérie. Quand je dis en périphérie, je veux dire autour de l'atome central. Donc ça, c'est ce que ça veut dire en périphérie. Ensuite, on doit compter le nombre d'électrons total, l'électron de valence totale, que la structure doit posséder. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille dans le tableau périodique. D'après mon tableau périodique, l'azote a combien d'électrons de valence, Joshua? Entre quels? L'azote a combien d'électrons de valence? 5. 5, exactement. Donc, ici, on sait que l'azote a 5 électrons de valence. Ça, je vais le mettre en haut aussi. 5 électrons de valence. Et il y a juste un azote. Il y a par contre 3 fluors et les fluors ont chacun combien d'électrons de valence, Gabriel? 7. 7, exactement. Maintenant, 3 fois 7, 21 plus 5, ça fait 26 électrons au total. Donc ici, j'ai écrit 2, mais dans le fond, je voulais dire 26 électrons au total. Maintenant, ça, là, on met ça un petit peu de côté. On sait qu'à la fin, la structure doit avoir au total 26 électrons de valence qui sont représentés. Rappelez-vous que les structures de Lewis montrent seulement les électrons de valence et ne montrent pas les électrons de cœur, des couches de cœur. Après avoir fait ces deux choses-là, donc après avoir identifié l'atome le moins électronégatif et identifié les atomes qui étaient périphériques, on commence par mettre des liaisons simples entre l'atome central et les atomes périphériques. Donc ça, c'est la prochaine étape. Il faut mettre des liaisons simples. Après ça, il faut, autour de chaque atome, mettre le bon nombre d'électrons de valence pour respecter la règle de l'octet. Octet, donc si on regarde le mot octet, qu'est-ce qu'on peut reconnaître dans le mot octet? Le préfixe oct qui veut dire 8. Le préfixe oct qui veut dire 8. Ça veut dire que la règle de l'octet, c'est la règle qui dit que tous les éléments sauf l'hélium et l'hydrogène doivent avoir 8 électrons de valence. Ça, c'est la règle de l'octet. Ici, on n'a pas l'hydrogène ni l'hélium, donc on sait que chacun doit avoir 8 électrons de valence. Donc là, maintenant, on va placer le nombre d'électrons qu'il faut pour en avoir 8. Ici, le fluor a 2 électrons partagés, 2 électrons, parce qu'à chaque fois qu'il y a un doublet liant, c'est 2 électrons. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait 6 électrons de valence supplémentaires pour faire un total de 2, 4, 6, 8 et respecter la règle de l'octet. Même chose pour ce fluor et ce fluor. Donc là, maintenant, les 3 fluors ont 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 électrons de valence, incluant l'électron qui est partagé dans la liaison. L'azote, par contre, a 2, 4, 6 électrons. Ça veut dire qu'il a besoin d'un doublet libre supplémentaire pour avoir un total de 8 électrons de valence. Maintenant, la prochaine étape, avant de dire que ça, c'est la bonne structure de Lewis, c'est de compter le nombre total d'électrons qui est dans ma structure. Donc, tous les doublets libres et tous les doublets liants.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. J'ai 26 électrons dans ma structure. J'ai 26 électrons qui ont été contribués au total par chaque atome. Et donc, ceci est la bonne structure de l'OS. Pourquoi? Parce que j'ai respecté toutes les règles. L'atome central est le moins électronégatif. Le fluor et l'hydrogène, qui n'en a pas ici, sont en périphérie. Chaque atome respecte la règle de l'octet et doit respecter la règle de l'octet parce qu'ils ne sont pas sur la période 3, ils sont sur la période 2. Donc, on n'a pas accès à l'orbital D. Ils ont juste accès à l'orbital S et P pour un total maximum de 8 électrons. Et leur nombre d'électrons total est égal à 26. Maintenant, remarquez qu'il n'y a aucun moment ici où j'ai regardé la structure de chaque atome, la structure de Lewis de chaque atome individuellement pour faire des paires. OK? Je n'ai pas regardé ça parce que ce n'est pas important, parce que dans le fond, quand il y a de l'hybridation d'orbitales, les nuages électroniques se réorganisent et ne sont pas les mêmes que quand ils sont en termes d'atomes. Maintenant, tu peux me dire, OK, oui, mais c'est pas mal pareil, parce que si je dessine la structure de Lewis de l'azote, voici ce que je vais obtenir. Et si je donne la structure de Lewis du fluor, voici ce que je dois obtenir. Et donc là, je peux considérer que oui, j'ai fait un paquet entre ces deux-là, j'en ai fait un paquet entre ces deux-là, puis j'ai fait un paquet entre ces deux-là. Mais ça, c'est pas quelque chose qui va fonctionner à tous les coups. Ça va fonctionner dans certaines situations. Puis parce que ça ne fonctionne pas tout le temps, je veux vraiment pas que vous fassiez ça. Je veux vraiment que vous suiviez les règles. Parce qu'en suivant les règles que l'on a dictées ici, sans faire des paquets, tu vas arriver à la bonne réponse à toutes les fois, pas juste quelques fois. Maintenant, si on fait le prochain, qui est l'acide nitrique ou le nitrate d'hydrogène, puisqu'il n'est peut-être pas en solution aqueuse. Ceci est un cas assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer deux choses. La molécule HNO3 est une molécule. C'est un composé moléculaire. C'est fait d'hydrogène, d'azote et d'oxygène qui sont des non-métaux. Mais c'est un acide où ça peut agir en tant qu'acide. Et c'est là où ça devient un peu particulier parce que les acides, la définition d'un acide, d'après Bronsted-Lowry et même d'après Arrhenius, c'est une substance qui relâche des hydrogènes. C'est-à-dire que si on imagine que ça relâche un hydrogène, l'acide nitrique ou le nitrate d'hydrogène qui serait, par exemple, solide, si tu le mets dans de l'eau, il va former des ions H+ aqueux plus des ions NO3- aqueux. C'est ça qui donne la propriété acide, c'est que quand tu le mets dans l'eau, ça relâche des protons, des ions hydrogène dans de l'eau. Donc ici, quand tu regardes ton acide, tu dois te dire, OK, donc en réalité, même si au total, c'est un composé moléculaire, c'est fait d'ions polyatomiques NO3- avec un cation qui est l'ion H+, qu'on appelle un proton. Et donc, on doit considérer que ce paquet-là est un paquet et que l'hydrogène s'attache à ce paquet-là. Donc, si je commence avec le paquet qui est ici, l'atome central va être le moins électronégatif, qui est l'azote. Parce que si tu regardes dans le tableau d'électronégativité, tu vas voir qu'il va être à la gauche de l'oxygène, ce qui veut dire son rayon atomique est plus gros, il y a moins de force d'attraction du noyau, donc son électronégativité est plus faible. Il va être entouré d'oxygène. Donc, tu as un atome central dans ce paquet avec des oxygènes autour. L'hydrogène dans un acide n'est jamais attaché, dans un acide qui a un ion polyatomique qu'on appelle un oxacide, va jamais être attaché à l'azote central. Il va toujours être attaché à un des oxygènes. Donc, quand tu as un oxacide, qui est un acide qui est fait d'un ion polyatomique qui contient de l'oxygène, l'hydrogène est toujours attaché à un des oxygènes et pas à l'atome central.
C'est-à-dire qu'ici, l'hydrogène, je peux le mettre ici, par exemple. OK? C'est pour ça que c'est important de le séparer en paquets, parce que sinon, je crois que beaucoup d'entre vous l'auraient mis ici, puis ça aurait été faux. Okay? Maintenant, si tu continues avec les règles que l'on a vues, la prochaine étape, tu calcules le nombre d'électrons au total que tu devrais avoir dans ta molécule au complet. L'hydrogène a un électron de valence, puis tu as juste un hydrogène. L'azote a 5 électrons de valence et tu en as juste un. L'oxygène a 6 électrons de valence, mais tu en as 3. Donc, 3 fois 2, 6. Ici, ça fait comme 4 fois 6. Donc, ça fait 4 fois 6, 24 électrons. C'est-à-dire que ma structure au total doit avoir 24 électrons. La prochaine partie, la prochaine étape, tu places des liaisons simples entre ton atome central et entre chacun de tes atomes. Donc, entre mon atome central et mes atomes périphériques, et une entre l'oxygène qui est attaché à l'hydrogène. Ensuite, je place les électrons pour que chaque atome respecte la règle de l'octet. Mais on sait que l'hydrogène ne va pas avoir 8 électrons de valence, lui, son maximum, c'est 2. Donc, l'oxygène, il en a juste 2 électrons partagés, donc il a besoin de 6 électrons supplémentaires. Cet oxygène a seulement 2 électrons partagés qui sont ici, donc il a besoin de 6 électrons supplémentaires. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. L'azote a 2, 4, 6 électrons partagés, donc il a seulement besoin de 2 électrons supplémentaires. L'oxygène qui est ici a 2 paires d'électrons partagés, donc 2, 4, ce qui veut dire qu'il a besoin de 4 électrons supplémentaires pour respecter la règle de l'octet. Et l'hydrogène, comme on a dit, il n'a pas besoin d'avoir 8 électrons, il en a juste besoin de 2. Et avec les 2 électrons qui sont ici, qui sont partagés, il y en a 2. Là, maintenant, tu peux dire, OK, j'ai fini ma structure de Lewis. Mais avant de dire ça, il faut compter le nombre d'électrons au total. Là, il faut faire attention de savoir où on a commencé puis où on termine. Donc, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ah, là, maintenant, j'ai 26 électrons qui ont été mis dans ma structure de Lewis quand je suis supposée d'en avoir 24. Ça veut dire que ça, ce n'est pas la bonne structure de Lewis. Dans ce scénario, qu'est-ce que tu fais? Dans ce scénario, tu dois enlever les doublets libres que tu as ajoutés et tu dois placer une liaison double. Maintenant, il y a plusieurs endroits où tu peux le placer. Tu peux placer une liaison double ici, tu peux placer une liaison double ici, puis tu peux placer une liaison double là. Mais on va voir, probablement aujourd'hui, que ici, ce n'est pas une bonne place pour placer la liaison double. OK? Je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, ici et là, peu importe, ça va être équivalent au niveau de la probabilité que ça va se produire. Donc, on va placer une liaison double ici, mais ça aurait pu être sur celui-là qui était à gauche. Ça n'aurait pas changé. Après avoir placé une liaison double, tu complètes pour que chaque atome respecte la règle de l'octet. Ça n'a pas changé pour cet oxygène. Mais maintenant, cet oxygène a 4 électrons partagés. Donc, il a seulement besoin de 4 électrons supplémentaires pour respecter la règle de l'octet. L'azote ici a 2, 4, 6, 8 électrons partagés. Tu n'as pas besoin de mettre de doublet libre parce qu'il y a un total de 8 et il doit respecter la règle de l'octet. L'oxygène a 2, 4 électrons partagés. Donc, il y a besoin de 2 doublets libres supplémentaires. Là, maintenant, tu comptes pour t'assurer que tu as le bon nombre d'électrons total qui est égal à 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ceci est la bonne structure de Lewis parce que ça respecte toutes les règles. Et remarquez que c'était important de compter le nombre total d'électrons à la fin dans ta structure et de le comparer à qu'est-ce que tu devrais avoir basé sur ce que chaque atome contribue. Est-ce que vous avez des questions?
Il me semble, je crois qu'on a dessiné à date sont pas mal linéaires. Est-ce qu'il va y avoir comme des situations où va falloir qu'on les place à des angles? OK. Donc, la structure de Lewis ne prend pas en considération, comme c'est pas obligé de montrer la géométrie dans la structure de Lewis. La structure de Lewis, ça fait juste te donner comment les liaisons sont, puis quels sont les doublets libres, puis quels sont les doublets liants. Maintenant, la géométrie, c'est quelque chose de plus que tu peux demander, mais ça, c'est pas obligé de le mettre dans la structure. OK, merci. Donc là, maintenant, je vous avais dit, OK, ça, c'est la bonne structure de Lewis. Et je vous avais dit, ben, si vous l'aviez dessiné comme ceci, ou comme ceci, ça aurait été une possibilité. Par contre, il y en a seulement une ou deux qui sont bonnes ou qui sont les meilleures. Puis c'est pour ça que généralement, quand on vous pose une question sur les structures de Lewis, c'est généralement quelle est la meilleure structure de Lewis et pas ou quelle est la structure de Lewis la plus probable et non donne une structure de Lewis parce qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres. Maintenant, ces deux-là, que j'ai pas mis le bon nombre d'électrons, ces deux-là sont équivalentes. Que tu l'aies dessiné comme ça ou comme ça, les deux vont avoir la même probabilité de se produire. Parce que les deux vont avoir le même niveau de stabilité avec le moins d'énergie possible. Tandis que celle-ci va très rarement se former dans la nature parce que c'est la moins stable, donc la moins probable. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer la structure de Lewis, celle qui est la plus probable? Il faut se servir de ce qu'on appelle les charges formelles. À ne pas confondre avec les charges partielles qui se produisent dans une liaison covalente polaire. Okay? La charge formelle et la charge partielle ne veulent pas dire la même chose. La charge formelle, dans le fond, ça évalue si un atome se retrouve à la fin dans la structure de Lewis avec plus d'électrons qu'il devrait avoir. Okay? Et c'est ça qui va donner une certaine charge. Si on regarde, la molécule que j'avais dit était la meilleure. Puis comme ces deux-là sont équivalentes, donc les deux meilleures. Pour déterminer la charge formelle, il faut faire un calcul à chaque atome. Donc, il faut évaluer la charge formelle à chaque atome. Le calcul, il dit, pour évaluer la charge formelle, tu dois prendre le nombre d'électrons que l'atome d'électrons de valence que l'atome a d'après le tableau périodique. Combien d'électrons de valence est-ce que l'atome d'oxygène devrait avoir, Vanessa, selon le tableau périodique? 6. 6, OK, exactement. 6. L'oxygène devrait avoir 6 électrons d'après le tableau périodique. Ensuite, pour trouver la charge formelle, il faut soustraire le nombre d'électrons qu'il a dans la structure de Lewis. Quand on parle d'électrons qu'il a dans la structure de Lewis, on ne compte pas les électrons qui viennent de l'autre atome quand les électrons sont partagés. Donc, on ne compte pas, on compte seulement les 2 électrons ici, en vert. On ne compte pas les 2 électrons de l'azote. Donc, si on regarde la structure, on voit qu'il a 2 électrons, 3, 4, 5, 6. Donc, on fait 6 moins 6 qui donne 0. Donc, la charge formelle de cet oxygène est de 0. Si on regarde l'oxygène qui est ici, on sait que l'oxygène doit avoir 6 électrons de valence normalement d'après le tableau périodique. Dans la structure, on lui a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Peut-être que je vais changer la couleur à rose pour indiquer que c'est pas la même chose. 6 moins 6, on sait que ça donne 0.
Donc, cet oxygène a 0 charge formelle. Si on regarde l'hydrogène, combien d'électrons de valence est-ce que l'hydrogène doit avoir, Mona? L'hydrogène doit seulement avoir Un électron d'après le tableau périodique. Merci, Mona. Et dans cette image, on lui en a donné juste un. Je vais mettre une autre couleur. Qui donne 0. Donc, sa charge formelle, c'est 0. Si on regarde l'azote, je l'ai répété assez souvent, a 5 électrons de valence d'après le tableau périodique. Dans cette image, dans cette structure de Lewis, on lui en a donné 1, 2, 3, 4. Donc, moins 4. C'est-à-dire que sa charge formelle, c'est 5 moins 4, qui est plus 1. Ça veut dire que la charge formelle de mon azote est de plus 1, puis généralement, on va représenter ça simplement avec un symbole plus. C'est pour ça qu'on met plus. Si on avait plus 2, ben là, tu mettrais plus 2, pas juste plus. Si on regarde l'oxygène qui est ici, on sait que l'oxygène a normalement 6 électrons de valence, mais on lui en a attribué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. 6 moins 7, ça donne moins 1. Donc, lui, sa charge formelle va être moins 1, donc on va mettre un moins à côté. Remarquez qu'ici, je n'ai pas calculé la différence d'électronégativité, donc ce n'est pas une charge partielle. Ici, vraiment, l'électron qui manque à l'azote, qui avait été donné par l'azote au départ, lors de la formation de la structure de Lewis, de la molécule, l'électron de l'azote est maintenant associé à l'oxygène. C'est cet électron-ci qu'on appelle une liaison de coordination, d'après votre manuel. Donc, l'azote a utilisé ces 2 électrons à lui pour former une liaison covalente à l'oxygène, ce qui a fait maintenant que l'oxygène a un électron de plus que ce que lui a contribué à la molécule, lui donnant une charge qui est négative à cause de cet oxygène d'extra. Mais il vient d'où? Il vient de l'azote. L'azote a pris ces 2 électrons à lui pour former la liaison. Puis c'est une des raisons pourquoi tu ne peux pas faire des paquets. Parce que si tu avais essayé de résoudre cette structure de Lewis en faisant des paquets, tu n'aurais pas la bonne structure de Lewis parce que tu n'aurais pas considéré que le doublet libre de l'azote aurait, ou 2 des doublets, comme 2 des électrons libres de l'azote auraient été utilisés pour former une liaison covalente. Donc, si on regarde les charges formelles, ça, c'est les charges formelles qu'on obtient. Si tu fais l'exercice ici, tu vas remarquer la même chose. L'azote va avoir une charge formelle de plus 1 parce qu'il est normalement 5 électrons, mais on lui en a donné 1, 2, 3, 4. Et l'oxygène qui est ici a normalement 6 électrons, mais il en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il va avoir une charge formelle de moins 1. Mais les autres vont avoir des charges formelles de 0, 0 et 0. Ces 2 molécules ont les mêmes charges formelles. Et donc sont équivalentes. C'est pour ça que les 2 sont aussi bonnes l'une de l'autre. Tandis que si tu regardes cette molécule et que tu évalues les charges formelles, tu vas voir que ton azote va avoir une charge formelle de plus 1 parce qu'il a 5 électrons normalement, mais on lui en a donné 1, 2, 3, 4. 5 moins 4, ça donne plus 1. Ici, je suis supposée en avoir 6, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, j'ai une charge formelle de moins 1. Même chose ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si on regarde cet oxygène, on voit qu'il a une charge formelle de +1. Parce qu'il est supposé d'en avoir 6, mais il en a 1, 2, 3, 4, 5. 6 moins 5 donne +1. Donc, si tu regardes ici, cette structure de Lewis a, oups, c'est pas le bon A le plus de charge formelle. Donc, est la moins probable. Parce que ça prend trop d'énergie pour faire autant de charges formelles. Et donc, cette structure-là, de cette molécule-là, va très rarement être retrouvée. Donc, on ne va pas dire que c'est la meilleure structure de Lewis, c'est la moins probable. Ces deux-là sont meilleurs parce qu'ils ont le moins de charges formelles possible. Remarquez que la molécule est neutre au total. Ça veut dire que la somme des charges formelles doit être égale à 0. Quand la somme des charges formelles n'est pas égale à 0, ça nous donne une molécule qui est chargée, donc un ion polyatomique. C'est-à-dire que si tu donnais la structure de Lewis du NO3-, la somme des charges formelles devrait être -1. Mais tu devrais aussi te retrouver dans la situation avec le moins de charges formelles possible pour que ça soit la même structure de Lewis. Ces trois molécules sont ce qu'on appelle des structures de résonance. Ça veut dire que on peut représenter les structures de résonance par des doubles flèches entre chacune des structures. Donc, comme j'ai dit, ces deux-là sont les mêmes. Je vais juste effacer ça parce que je n'ai pas besoin. Ici, on a des structures de résonance. Je crois que je l'ai mal écrit. J'ai toujours des doutes avec structure de résonance. Est-ce que c'est RAI? Non, c'est RE. C'est pour ça que j'ai toujours des doutes, parce que je l'écris bien, puis je doute. Des structures de résonance. Donc, une structure de résonance, c'est, en fait, des structures de résonance, c'est des structures de Lewis de la même molécule, où les atomes sont placés aux mêmes endroits, mais les liaisons et les doublets libres ne sont pas nécessairement au même endroit. Il y en a qui sont meilleurs, ces deux-là sont les meilleurs. Celui-là est peu probable. Par contre, ces trois sont des structures de résonance de la même molécule. Maintenant, pourquoi on appelle ça une structure de résonance? On appelle ça une structure de résonance parce que dans une molécule, les électrons ne sont pas nécessairement statiques. Les électrons ne sont pas nécessairement obligés d'être exactement à l'endroit où on les a mis dans la structure de Lewis. Pour passer de cette structure à cette structure, il faut imaginer que les électrons se déplacent. Maintenant, ils vont se déplacer où? Ils vont se déplacer entre ces deux atomes-là, par exemple. Donc, pour former cette structure de résonance à partir de celle-ci, il faut imaginer que l'un doublet qui est ici va former une liaison double entre ces deux-là. L'atome d'azote va maintenant se retrouver avec trop de liaisons, parce que si tu comptes le nombre de liaisons, ça fait 2, 4, 6, 8, 10 électrons, donc ça fait 5 liaisons, puis il ne peut pas être une exception à la règle de l'octet. Ça va faire en sorte que les deux électrons qui sont ici, dans la liaison, vont être utilisés pour former un doublet. Et ça va donner cette structure. Pour passer de cette structure à celle-ci, il faut imaginer que les deux électrons qui sont ici vont être utilisés pour former une liaison. L'azote, maintenant, a trop de liaisons. Donc, les deux électrons de cette liaison vont venir s'ajouter pour former des doublets libres. Et ça va donner cette structure de résonance. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de la résonance, parce que les électrons se déplacent et bougent à l'intérieur de la molécule au total et se réarrangent pour former des nouvelles liaisons. Par contre, ce réarrangement-là est moins favorable parce que cette molécule est trop énergétique.
Donc, va très rarement se produire. Par contre, entre ces deux-là, tu vas avoir une molécule qui va osciller entre une ou l'autre de façon aléatoire, puis pas mal avec le même rapport 50-50 parce qu'ils sont équivalentes au niveau énergétique. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK, on va prendre une pause. Puis il est quelle heure? Et 13. OK, on va prendre une pause jusqu'à et 25. OK?
OK, bonjour tout le monde. Maintenant, ce serait la pause est terminée. C'est le temps de revenir à ses écrans. Est-ce que vous pouvez lever la main quand vous arrivez à votre écran? OK, la majorité des gens sont là. Je vais repartager mon écran. Donc, pendant le temps de la pause, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Non? OK. Donc là, maintenant, je vais parler des exceptions à la règle de l'octet. Parce qu'il y a quand même certaines exceptions à prendre en considération. Et quand même les connaître pour être capable d'avoir la meilleure structure de Lewis qui a le moins de charge formelle. Parce que des fois, si tu respectes la règle de l'octet, tu vas être capable d'avoir respecté toutes les règles, mais tu vas te retrouver avec une molécule ou une structure de Lewis qui a trop de charge formelle. Et tu peux rajouter des liaisons multiples qui baissent le nombre de charges formelles, mais qui va faire en sorte que ta structure de Lewis va avoir un atome qui ne respectera pas la règle de l'octet. Maintenant, tous les atomes qui sont sur les niveaux d'énergie 3 et plus ne sont pas obligés de respecter la règle de l'octet. Donc, si on pense aux éléments qui sont sur la deuxième période, eux, ils doivent respecter la règle de l'octet, comme le carbone, l'oxygène, le fluor, l'azote et ainsi de suite. Ça, c'est tous des éléments sur la deuxième période et doivent respecter la règle de l'octet. C'est-à-dire que s'ils sont dans une structure de Lewis, tu ne peux pas réduire les charges formelles en ajoutant des liaisons supplémentaires. Il faut absolument que tu t'assures qu'ils respectent la règle de l'octet. Par contre, un élément qui va être sur la troisième période et plus n'est pas obligé de respecter la règle de l'octet si ça l'avantage la structure de Lewis à avoir le moins de charges formelles. Ça, c'est parce que les éléments qui sont sur la troisième période et plus vont avoir accès à une orbitale D, que même si elle est vide, ils peuvent l'utiliser pour pouvoir former des liaisons par hybridation d'orbitales. Donc, dans ces situations-là, ça prend moins d'énergie de faire une hybridation d'orbitale qui inclut l'orbitale D, qui est normalement vide, que d'essayer d'avoir des charges formelles qui sont trop élevées. Ça, c'est un des cas d'exception. Mais on va aller en ordre peut-être des notes par rapport aux cas d'exception. On peut se retrouver dans une situation où on a un octet qui est incomplet. Donc, il y a juste deux éléments qui peuvent former un octet incomplet. Ça serait les hydrures de beryllium ou le chlorure de beryllium, par exemple. Donc, n'importe quoi qui aurait le beryllium comme atome central ne va pas être capable de respecter la règle de l'octet parce que le beryllium a seulement 2 électrons sur son orbital S qu'il peut utiliser pour former des liaisons. Il n'a pas plus d'électrons à partager que 2. Maintenant, beaucoup d'entre vous vont regarder ça et dire, OK, ouais, mais l'hydrogène, c'est un non-métal, le beryllium, c'est un métal, ça doit former un composé ionique. Mais si tu regardes la différence d'électronégativité, donc est-ce que j'ai un tableau avec l'électronégativité? Et que tu fais la différence d'électronégativité, c'est vrai qu'elle va être grande. Elle va être plus grande que... elle va pas être plus grande que 1,7. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça ne va pas être capable de former une liaison qui va être ionique parce que le beryllium ou l'hydrogène n'est pas suffisamment fort pour arracher les électrons du beryllium pour pouvoir donner un anion ici puis un cation ici. Donc, dans cette situation-ci, à cause que la différence d'électronégativité n'est pas suffisamment grande, l'hydrogène ne peut pas arracher de force les électrons du beryllium. Il va devoir former des liaisons covalentes avec. Donc, ça, c'est quand même une des particularités. Puis c'est pour ça que je vous ai dit avec les composés ioniques, c'est important de ne pas juste se tenir aux généralités qu'on vous a données. Il y a quand même certaines exceptions. Et des fois, il faut combiner des règles ensemble pour comprendre l'exception. Donc, l'hydrure de beryllium, par exemple, ou le chlorure de beryllium qui avait été donné en exemple la semaine dernière quand j'avais fait les hybridations d'orbitales pour montrer une hybridation SP, c'est une des exceptions parce que le beryllium a seulement 2 électrons qu'il peut contribuer au partage d'électrons, ce qui veut dire qu'il ne peut pas faire 4 liaisons avec seulement 2 électrons. Tu as besoin d'un minimum de 4 électrons pour faire 4 liaisons, par exemple. Le bore, c'est aussi une autre exception. Donc ici, on a le trifluorure de bore.
Le bore est une exception pour la même raison que le beryllium est une exception. Le bore a seulement 3 électrons de valence qu'il peut contribuer et donc ne peut pas former 4 liaisons pour un total de 8 électrons de valence parce qu'il y a juste 3 électrons qu'il peut partager et non 4. Donc, il peut seulement faire un maximum de 3 liaisons. Donc, même si vous vous retrouvez avec un composé moléculaire qui contient du beryllium et du bore, sachez qu'ils ne peuvent pas respecter la règle de l'octet et donc vont se tenir juste au nombre d'électrons qu'ils ont pour pouvoir former la molécule. Un autre exemple, d'autres possibilités d'exception à la règle de l'octet, c'est quand tu vas avoir un élément qui va se retrouver avec un nombre impair d'électrons. Maintenant, le monoxyde d'azote, il manque un électron. Qui est ici. Parce que tu sais qu'au total, la molécule devrait avoir 6 électrons pour l'oxygène plus 5 électrons pour l'azote. Donc, un total de 11 électrons. Donc, si tu regardes, 2, 4, 6, 8. Il manque 2 électrons ici aussi. J'ai juste fait du mauvais copier-coller. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 11 électrons. Le monoxyde d'azote est une exception à la règle de l'octet. Pourquoi? Bien parce qu'il y a juste un total de 11 électrons qui peuvent être mis dans la structure de Lewis parce que l'azote en contribue seulement 5, l'oxygène en contribue seulement 6. Et avec le fait que l'azote, il y en a juste un, ça fait un nombre impair d'électrons parce que 5 est impair. Si on regarde aussi le dioxyde d'azote, donc on a, je crois qu'il manque encore des électrons ici. Au total, on devrait en avoir 5 plus 2 fois 6. Donc, 2 fois 6, 12, plus 5, 17 électrons. Il me semble qu'il en manque 2 là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Quand j'ai fait du copier-coller, j'ai comme coupé trop rang en bas. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 électrons. Donc, c'est un nombre impair d'électrons. Donc, cette structure de Lewis ne respectera jamais la règle de l'octet parce qu'il manque un électron pour que ça soit, pour que l'azote ait 8 électrons sur sa couche de valence et la même chose ici. Donc, à cause d'un nombre impair d'électrons. Ces molécules qui ont un électron qui est non appareillé, donc ça, c'est ton électron qui est non appareillé, fait en sorte que ces molécules sont très, très, très réactives et on va appeler ces molécules-là des radicaux ou des radicaux libres. Comme j'ai dit, les radicaux libres sont très réactifs parce que l'électron qui est non appareillé a tendance à vouloir former des liaisons covalentes avec des électrons non appareillés des autres molécules. Maintenant, rappelez-vous la chimie organique, la réaction de chimie organique qui était l'addition radicalaire. Donc, l'addition, la polyaddition pour former le polymère par polyaddition. Et on avait dit qu'il y avait une molécule initiatrice qui avait un électron. Puis ça faisait en sorte que la liaison double de ton alcène se brisait pour former maintenant une autre molécule plus grosse qui elle, a un carbone qui a un électron célibataire. Puis c'est ça qui déclenchait la réaction. Ça veut dire que ça serait un exemple d'une molécule initiatrice qu'on pourrait utiliser en chimie organique parce que c'est un radical libre. Ça a un électron célibataire qui la rend très réactif et va vouloir aller former des liaisons avec une autre molécule qui a aussi un électron qui est célibataire. Maintenant, comme je l'ai dit, une des exceptions les plus communes, c'est celle où tu as un élément qui est un atome central qui, lui, n'est pas obligé de respecter la règle de l'octet. Donc, ça doit être un élément qui doit être sur la 3e période ou plus grande pour pouvoir avoir accès à une orbitale D pour faire une hybridation d'orbitales qui inclut une orbitale D. Un exemple, puis ce n'est pas le seul exemple, mais un exemple, ça serait le pentafluorure de phosphate. Pourquoi j'ai écrit phosphate? C'est de phosphore. Parce que phosphate, c'est l'ion PO4-3-. Donc ici, c'est le pentafluorure de phosphore. Ça a 5 fluores, 1 phosphore. Le phosphore est le moins électronégatif, il est au centre. Les fluores sont en périphérie. S'il fallait que tu représentes la structure de Lewis, voici ce que tu obtiendrais avec un total de 40 électrons. 5 électrons de valence pour le phosphore, plus 5 fois 7 électrons de valence pour les fluores, pour un total de 40. Si tu comptes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Donc ça, c'est la bonne structure de Lewis. Maintenant, remarquez que le phosphore qui est au centre
va avoir maintenant 2, 4, 6, 8, 10 électrons de valence et non 8 dans cette structure de Lewis. Maintenant, si je fais un petit peu de pouce avec l'idée que tu ne peux pas juste faire des paires, ben, rappelez-vous que le diagramme de Lewis du phosphore tout seul, ça serait cette structure-ci, ce qui indiquerait que le phosphore peut seulement former 3 liaisons avec ces 3 électrons qui sont non appareillés. C'est-à-dire que si tu faisais comme trouver les structures de chaque atome puis tu fais des paires, ça ne pourrait pas te donner cette structure-là parce que dans ce contexte-ci, il va y avoir une liaison de coordination qui va se faire et qui va séparer ces 2 électrons non appareillés quand normalement, dans l'atome lui-même, ils sont déjà en paire dans la même orbitale. Ça, c'est parce que entre ça et ça, tu vas avoir de l'hybridation d'orbitales qui va se produire. Donc, tu sais que pour passer de cette molécule à celle-ci, tu vas avoir une hybridation d'orbitales. Maintenant, j'avais quoi au départ? Si j'essaie de considérer les électrons et où ils se trouvent, ces 2 électrons-là pourraient être, par exemple, les 2 électrons sur la 3s. Right? C'est les 2 électrons sur la 3s2. Ça pourrait être l'électron sur la 3px, 3py et 3pz. Maintenant, comment est-ce que je vais chercher ces données-là? Ben, je retrouve mon tableau périodique. Dans le fond, j'essaie de le faire rapidement sans aller trop en détail. Il faudrait peut-être que je me place un tableau périodique plus proche. Voyons. OK. Copie. Parfait. Donc là, j'avais mon tableau périodique. Donc, si on regarde, le phosphore est ici. On sait qu'il y a 2 électrons 3s, puis il y a 3 électrons. Puis d'après l'ordre de remplissage, on sait que c'est une case px, py, pz avant de mettre le 2e électron. Donc ici, tu sais que si tu simplifies juste pour montrer un petit peu la structure, comme les électrons et où normalement ils se trouveraient dans l'atome, je pourrais dire ceci, juste pour simplifier. Maintenant, si ces orbitales doivent se combiner pour pouvoir former maintenant des orbitales hybrides qui vont avoir une forme différente et qui vont aussi être équivalentes l'une de l'autre. La S n'est pas équivalente au 3P. Maintenant, si tu comptes le nombre de liaisons, ici, tu vas avoir une liaison sigma, 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 parce que toutes les liaisons simples sont des liaisons sigma. Et que je détermine c'est quoi l'hybridation de mon atome central, je sais que c'est le nombre de liaisons sigma moins plus le nombre de doublets non liants, qu'il n'en a pas. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 liaisons sigma plus 0, ce qui donne le chiffre égal à 5. Rappelez-vous que vendredi dernier, on avait dit que si la valeur du calcul était de 2, ça nous donnerait une orbitale sp, parce que c'est 1s, 2p et 1p. Si on obtenait la valeur de 3, ça serait sp2, parce que tu aurais une s qui a été mise avec 2p pour un total de 3 orbitales équivalentes. Si on a 4, on sait que ça donnait sp3. On prend une s, les 3p, ça donne 4 orbitales équivalentes. Mais maintenant, on n'est pas à 4, on a fait le calcul, puis on a obtenu 5. Pour obtenir 5, il faut qu'on combine des orbitales pour faire 5 orbitales équivalentes. On a seulement une orbitale S de niveau 3. On a seulement 3 sous-orbitales P de niveau 3, pour un total de 4. Ça veut dire que la 5e case qui doit être ajoutée, pour ajouter des électrons, donc la 5e sous-orbitale,
doit être une orbitale 3D. Parce que tu as utilisé la 3S, tu as utilisé la 3P. Là, maintenant, tu peux ajouter une 3D. Donc, ça va être une orbitale sp3d. Il y a une S, 3P, une D qui ont été combinées par hybridation d'orbitales pour faire 5 orbitales hybrides qui peuvent être utilisées pour faire des liaisons, 5 liaisons sigma équivalentes. Donc, si tu dépasses 4 comme liaison, donc 8 électrons de valence, tu dois utiliser des orbitales D pour le faire. Et pour utiliser des orbitales D, il faut que tu sois sur un numéro, comme tu as un niveau d'énergie qui est supérieur à 3. Parce qu'on avait vu quand on avait déterminé les nombres quantiques secondaires et magnétiques, surtout secondaires, ça dépend du niveau d'énergie. Donc ici, il faut que tu aies accès à une orbitale D pour pouvoir l'utiliser pour former des liaisons. Puis c'est pour ça que quand je vous ai dit, tu ne peux pas juste tout simplement regarder la structure de Lewis de l'élément pour ensuite déduire c'est quoi les liaisons qu'il va former, parce qu'à cause du processus d'hybridation d'orbitales, les électrons sont plus aux mêmes endroits et donc vont changer de place, ce qui augmente les possibilités de ce que tu peux avoir. Mais dans cette situation-ci, tu vas te retrouver donc avec l'atome de phosphore avec une hybridation sp3d, ce qui lui permet de faire 5 liaisons plutôt que 4 parce qu'il a une orbitale D qu'il peut utiliser pour former une liaison. Et c'est seulement les éléments qui sont dans la période de niveau d'énergie 3 et plus qui ont accès aux orbitales D pour pouvoir faire ces hybridations d'orbitales D et donc avoir plus que 8 électrons de valence, ce qui fait qu'ils ne respectent pas la règle de l'octet. Est-ce qu'il y a des questions? Mais comment est-ce que le phosphore il a accès au niveau D? Il est sur le troisième niveau. Donc, le phosphore a un niveau d'énergie 3. Donc, tu sais que les électrons du phosphore, comme ils sont des électrons qui peuvent être mis sur le niveau d'énergie 3. Tu sais que, donc, les électrons, comme par exemple le dernier électron du phosphore, donc le 15e électron, s'il fallait que je lui donne une série de nombres quantiques, on sait que ça serait n égale à 3, L égale à 1, N égale à, comme M égale à je ne sais pas quoi. Mais dans le fond, ça, c'est pas trop important parce que ça peut varier. Mais à cause qu'il a accès au niveau d'énergie 3, on sait que pour N égale à 3, on a L égale à 0 à N-1. Donc, on a L égale à 0 comme possibilité, L égale à 1, L égale à 2. C'est-à-dire qu'avec L égale à 2 qui correspond à une orbitale D, qui est l'orbitale 3D ici, à cause que tu peux, d'après les nombres quantiques, y avoir accès, même si ce n'est pas rempli, il va les utiliser. Maintenant, si je donne son diagramme d'énergie ou son diagramme d'orbital, je peux montrer l'hybridation sans utiliser le diagramme d'énergie, juste en utilisant le diagramme d'orbital. Si je prends celui-là du phosphore, donc 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Puis là, 1, 2, 3, 4. Donc, on sait qu'il y a sa 1S a 2 électrons. Sa 2S a 2 électrons. Sa 2P a 6 électrons. Sa 3S a 2 électrons. Et sa 3P a 1 électron dans chacune. P, X, Y et Z. Il a une orbitale 3D, mais avec 0 électron. Donc, lors de l'hybridation d'orbitales, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une combinaison entre un S, donc il va y avoir une S qui va être pris. Il va y avoir les 3P
qui vont être pris. Et il va y avoir une D qui va être prise pour faire une orbitale hybride sp3d. Ensuite, si tu regardes les électrons, il y a 1, 2, 3, 4, 5 électrons dans l'orbitale S et P que je peux redistribuer. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va être les 5 électrons qui vont être associés au phosphore qui sont maintenant dans les orbitales hybrides sp3d et qui peuvent former 5 liaisons avec des éléments comme le fluor ici. Sydney, est-ce que ça clarifie un peu plus que ce que je veux dire? Oui, donc c'est plutôt basé dans ce cas-là sur les nombres quantiques que vraiment sa position dans le tableau périodique. Oui, mais sa position dans le tableau périodique peut quand même t'indiquer qu'est-ce qu'il peut avoir comme orbital parce que son niveau d'énergie, c'est 3. Donc, il peut utiliser une orbitale D. Parce que si tu es dans des niveaux d'énergie qui sont en bas de 3, il n'y a pas d'orbitale D que tu peux utiliser pour faire cette hybridation-là. Ah, OK, merci. Donc, c'était plus ça que je voulais montrer avec le lien du tableau périodique. Donc, tu sais que tous les éléments en dessous de ce niveau d'énergie, donc le niveau d'énergie 3, peut le faire. C'est pour ça que le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor doit toujours respecter la règle de l'octet parce qu'ici, entre la 2P et la 3S, il y a bas d'orbital D qu'ils peuvent utiliser pour faire plus que 4 liaisons. Parce que si tu mets 1S et 3P, ça fait un maximum de 4. Maintenant, donc là, j'avais déjà parlé de la résonance et voici un exemple de 2 structures de Lewis qui sont équivalentes au niveau énergétique. Ça serait celle de l'ozone. C'est la bonne structure de Lewis parce que tu sais que on a 3 oxygènes fois 6 électrons chaque, donc avec un total de 18 électrons. C'est une molécule qui est linéaire, c'est un des cas particuliers de l'ozone, mais comme tu as 3 atomes d'oxygène, donc ça doit être linéaire. Si tu regardes le nombre d'électrons après avoir suivi toutes les règles de l'octet, toutes les règles que l'on a vues, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc, on a 18 électrons, donc tu sais que ça, c'est la bonne structure de Lewis. Mais tu aurais pu aussi la représenter de cette façon-là avec la liaison double de l'autre côté plutôt que de ce côté-ci. Mais les deux sont équivalentes parce qu'ils ont les mêmes charges formelles. Cet oxygène va avoir une charge de -1. Cet oxygène va avoir une charge de +1. Tandis que l'autre, ça va être l'inverse. Mais ils ont les mêmes nombres de charges formelles. Remarquez que l'ozone est une molécule qui est neutre et donc la somme des charges formelles va être égale à 0. Ces deux molécules sont ce qu'on appelle des structures de résonance et dans le fond, ce qui va arriver en réalité, c'est que la molécule elle-même va avoir des électrons qui vont constamment se déplacer et changer la position des liaisons pour aller entre ça et ça. Donc, on va avoir un des doublets ici qui va former une liaison double. Cet oxygène forme trop de liaisons parce qu'il doit respecter la règle de l'octet. Pour l'instant, il y a 2, 4, 6, 8, 10 électrons. Ça va faire en sorte que les 2 électrons de la liaison vont être donnés ici à l'oxygène pour former un doublet libre. Ça va maintenant former cette structure qui, elle, donc ça va aller dans cette direction-là, qui, elle, va aussi avoir un réarrangement. Les électrons qui sont ici vont revenir former la liaison double. Ça va faire que l'oxygène au centre va avoir trop d'électrons. Donc, les 2 électrons de la liaison ici vont être redonnés à l'oxygène pour pouvoir former un doublet libre. Et dans le fond, ça va retourner dans cette direction-là. C'est-à-dire que là, dans une molécule qui a des structures de résonance, il faut imaginer que les électrons sont constamment en mouvement dans la molécule. Et quand on représente juste une des structures, c'est comme si on prenait une photo et on regardait juste une photo de la molécule à un certain moment donné. Si tu laisses le temps passer puis tu prends une autre photo de la molécule, tu verrais que les liaisons ne sont pas au même endroit parce que les électrons sont constamment en mouvement entre les différentes orbitales de ta molécule pour former cette structure de résonance. C'est pour ça qu'on met une double flèche.
À cause que les électrons sont constamment en mouvement, en réalité, il faut considérer que la liaison qui est ici n'est pas vraiment une liaison double, puis que la liaison qui est ici n'est pas vraiment une liaison simple. Rappelez-vous qu'on a vu le vendredi que les liaisons doubles sont plus courtes que les liaisons simples. Pourquoi? Ben parce que si tu regardes l'hybridation de cet atome-là, il a 2 doublets non liants et une liaison sigma. Donc, une liaison sigma plus 2 doublets non liants, ça donne 3. Et 3 indique une hybridation qui est SP2, parce que c'est une S, 3P, 2P pour 3 liaisons équivalentes. Tandis que ici, on sait qu'on va avoir une liaison sigma, celle-ci, plus 3 doublets non liants, pour un total de 4, puis ça donne SP3. On avait dit que plus que l'hybridation a de caractère S, plus que c'est proche comme la liaison est courte, parce que les électrons qui sont dans l'orbital S sont plus proches du noyau. Ça veut dire que la distance ici est plus courte que là, théoriquement. Mais en réalité, si tu mesures la distance, donc ça c'est théoriquement, mais en réalité, si tu mesures la distance, les deux distances ici sont les mêmes. Donc, si tu regardes la molécule puis tu prends des mesures entre les distances entre les atomes, tu vas voir que la distance est les mêmes. Et c'est une liaison qui est entre double et simple. Donc, les deux sont les mêmes et entre double et simple. Puis ça, c'est parce que les électrons sont constamment en train de réarranger les orbitales. Et donc, l'hybridation ici n'est pas à 100% S, P2, ça va être SP2,5. Puis ici, ça va être considéré comme SP2,5 aussi, même si ça n'existe pas, juste à cause du mouvement des électrons entre les deux structures. Et c'est pour ça que des fois, on va représenter ici l'hybride de résonance. Donc, ça, c'est une molécule ici qu'on appelle hybride de résonance parce qu'on a pris en considération les deux structures de résonance possibles pour créer une liaison et demie. C'est pour ça que c'est une ligne pleine avec une ligne pointillée. C'est une liaison et demie parce que c'est entre une liaison simple et une liaison double. L'autre aussi est entre une liaison simple et une liaison double. Donc, une liaison et demie. Si tu regardes l'oxygène dans les deux structures de résonance, celui-là qui est l'oxygène central, sa charge formelle ne change pas, peu importe où la liaison se trouve. Donc, on inclut puis on garde sa charge formelle comme étant plus 1. Par contre, avant, les charges formelles de cet oxygène étaient de 0. Ici, c'était moins 1. Et maintenant, c'est l'inverse. Donc, ça, si on regarde cet oxygène, c'est entre 0 et moins 1. Et lui, c'est entre moins 1 et 0. Donc, ce n'est pas tout à fait une charge formelle pleine négative. Et c'est pour ça qu'on va représenter ça maintenant avec des charges partielles négatives. Parce qu'au lieu d'être complètement négatif, à cause de ce mouvement constant d'électrons, on va considérer que c'est partiellement négatif plutôt que complètement négatif. Parce que ça va entre pas négatif, négatif, pas négatif, négatif. Ici, cette charge partielle négative ne vient pas de la différence d'électronégativité, parce que la différence d'électronégativité devrait être 0. Elle vient vraiment de l'alternance entre le fait qu'à un moment, l'atome est négatif, puis à un autre moment, il ne l'est pas. Ça, c'est à cause du mouvement constant des électrons.
ce qui fait un hybride de résonance. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Si je reviens à mon benzène, donc je reviens à cette idée-là. Ici, ça ne va pas être les liaisons sigma qui vont constamment se déplacer, ça va être les électrons dans les orbitales pi. Donc, si on regarde les électrons dans les orbitales ou les liaisons pi, c'est une des deux liaisons doubles. Ces électrons-là, comme on l'avait mentionné, on les retrouve dans des orbitales p. Donc, chaque carbone a un électron dans son orbital p dans le benzène. Et ces orbitales p se recouvrent et les électrons peuvent passer d'un orbital p à l'autre, ce qui fait ton cycle. Mais ça montre aussi le fait que tu peux créer un hybride de résonance où là, la distance entre chaque carbone n'est pas exactement une liaison simple ni une liaison double. C'est un intermédiaire entre les deux à cause de ce mouvement des électrons dans l'orbital P. Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc j'aimerais que pendant votre période asynchrone, vous fassiez cet exercice et que vous m'envoyiez votre réponse par courriel ou par Hangout. Donc, je m'attends à ce que tout le monde m'envoie leur réponse pour me donner les structures de résonance et l'hybride de résonance donc toutes les structures de résonance et l'hybride de résonance de ton ion nitrate NO3-. En suivant les règles. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Pas de questions? OK. Je vais fermer l'enregistrement.